Aïe, 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 aïe. Les meilleurs sons d'Afrique avec Djeneba sur Africa numéro 1. Un bon classique, Bella, interprété par MHD et Wizkid pour terminer en beauté cette émission Les meilleurs sons d'Afrique. J'espère que vous avez apprécié ce vol musical sur le continent et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes artiste, vous avez envie d'être diffusé, de passer dans les meilleurs sons d'Afrique. Il suffit d'envoyer vos compositions musicales, les photos qui correspondent à l'album, au single et quelques éléments biographiques à notre programmateur musical djtoubassi@gmail.com. 22h à Paris, la libre antenne de Fatou Birama. Merci Djeneba, bonne soirée à toi. Fiva ou Fatou, en partenariat avec la Fondation Syndicat Dokolo, soutien de l'art contemporain africain. Mais c'est un truc de malade, mais j'hallucine. T'es pas sérieuse là? Fatou, franchement, t'as quoi, t'as dit? Mais non, elle a pas dit ça. Mais grave. Faut pas la laisser dire ça. Tu vas où Fatou, présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. J'ai un chat dans la gorge. Ah, ça va mieux. Attends, je te tape un peu dans le dos. Ouais, tape-moi dans le dos. Fais-moi sortir toute la famille des chats. Africa africaine, bonsoir. Nous sommes le mercredi 19 décembre 2018. Noël arrive à grands pas. Il est 22h tout pile à Paris. Bienvenue dans votre émission Libre Antenne. Tu vas où, Fatou? On continue ensemble jusqu'à 23h avec Valentin. Vous l'avez entendu. Salut Val. Oui, ça tu va, vas? Fatou? Ouais, cool. Attends, Cool and the gang. Alors où est-ce qu'on va ce soir? On va aller de ce côté-là. On est toujours sur les rapports humains. Ça, on ne touche pas à ça, on ne bouge pas. Et notamment sur cet homme qui répare les femmes, sur ce gynécologue qui soigne femmes et enfants de son pays, les victimes de viols. L'Est du Congo étant en guerre civile depuis 20 ans. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel 2018. Ok. Mais alors comment vous avez accueilli cette annonce, vous? Et que vous inspire le combat de cet homme? Alors nous avons un invité, le chanteur, musicien, écrivain, acteur, champion de karaté et même apôtre, Emmanuel Motte, qui est avec nous sur le plateau. On va discuter avec lui, on va l'interroger, on va creuser tout ça et on va revenir sur le sujet d'hier. Vas-y Valentin. Tu vas où Fatou, présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. Tu dis tout le temps que tu es occupé, que cela travailler. Tu me dis de ne pas m'inquiéter. Par amour pour toi, bébé, je le sens quand tu me parles. Tu me rassures quand je pense à tes actes. Je ne suis pas en paix de toi, je doute. Je suis fatiguée, toujours me questionner. À cause de toi, ma vie entière basculée. Je suis fatiguée, toujours me questionner. Dis la vérité, Joe, on va quitter ici. Là, tu exagères. Là, tu exagères. Assise à attendre tous les soirs pour le dîner. Ton téléphone sonne, messagerie va me tuer. Puis
présentée par Fatou Birama sur Africa numéro 1. 22h05 01 55 07 58 00. Ça y est, votre émission commence. Votre émission, tu vas où Fatou? On est sur Africa numéro 1. C'est une libre antenne, c'est votre libre antenne. Donc vous composez votre numéro et vous passez à l'antenne et vous vous exprimez. Ce soir, on est toujours sur les rapports humains. Hein, tout naturellement. On est sur le docteur Denis Mukwege, on est sur les femmes et les enfants qu'il répare, ces femmes et ces enfants violés. Docteur Denis Mukwege qui a reçu le prix Nobel 2018. Alors je veux savoir déjà si vous êtes au courant, premièrement, si vous l'êtes, comment vous avez accueilli l'annonce, la nouvelle, et qu'est-ce que vous inspire ce monsieur. Et puis avec tout ça, on a un invité comme ça, Emmanuel Moté, parce que j'ai dit Motte tout à l'heure, c'est Emmanuel Moté, 45 ans, d'origine camerounaise, chanteur, acteur, écrivain, champion de karaté, apôtre. Alors, bonsoir déjà, Emmanuel. Bonsoir Fatou. J'ai plein de questions à te heureux poser. de te voir. Et je suis, écoute, le plaisir est partagé. Je suis heureuse de te voir aussi, que tu aies accepté l'invitation. Et j'ai une question déjà avant de creuser. Tu dis que tu es chanteur, acteur, écrivain, que même tu as été champion de karaté et que tu es apôtre. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est quand est-ce que tu es toi? Alors, tu as le don de poser des questions tout à fait inattendues. Mais je suis moi dans tous ces domaines. L'être humain est un être complexe. Il a le cerveau droit qui gère la dimension spirituelle, les rêves, l'imaginaire. Il a le cerveau gauche qui gère les habitudes, les comportements. Donc l'être humain, c'est un être qui est complexe et multidimensionnel. Et c'est un diamant à multiples facettes. Donc je suis moi dans tous ces éléments par lesquels je m'exprime. Alors, monsieur Emmanuel Moté, présente-toi un peu, raconte-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là. Je suis né au Cameroun, dans une ville modeste, même si on dit qu'elle est la capitale, et que par définition une capitale n'est pas modeste, elle est quand même à l'égard des autres capitales mondiales. Je suis né dans une famille bourgeoise africaine. Et donc j'avais un père qui était préfet, et ma mère était inspecteur de police, c'était l'une des premières femmes inspecteurs de police. Et j'ai quitté mes parents assez tôt, je dois le dire, pour aller faire mes études au Canada. Parce que à quel âge? J'ai 45 ans aujourd'hui. Aujourd'hui tu as 45 ans, mais tu les as quittés à quel âge pour aller faire tes études? À 12 ans pour aller au Canada faire tes études. Voilà, dans un collège canadien catholique, où j'étais à l'internat à la 6e maternelle, parce que les familles bourgeoises aiment bien que leur fils aîné, c'est mon cas, fasse les meilleures études possibles. Et donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque je me suis retrouvé là-bas à l'âge de 12 ans, très honnêtement, j'avais quitté mes parents relativement tôt pour m'exiler comme ça en Amérique du Nord. Et là, j'ai un oncle qui travaille à l'UNESCO qui est venu me voir en disant: mon petit Emmanuel, tu as quitté tes parents trop tôt, tu vas souffrir, tu vas manquer d'affection. Tu sais quoi? Je vais te faire aimer par des milliers de gens. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et finalement, il m'a fait inscrire à l'Actors Studio à New York, alors que j'étais au Canada. Donc j'étais au Canada, j'ai étudié dans ce collège. Il avait obtenu que j'aille à New York pour suivre le cours des adolescents de l'Actors Studio. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il voulait me faire du théâtre, du cinéma, pour que je me fasse applaudir des gens, et qu'ainsi j'ai ce surcroît d'affection qui me manquait du fait que j'avais quitté très tôt mes parents. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma très tôt. Et donc, je faisais ce voyage entre New York et puis et Montréal. Et on est venu me voir un jour en fin d'école parce qu'il y avait une troupe africaine qui voulait combattre le racisme à travers l'art dramatique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières scènes de théâtre là-bas. Et j'ai découvert le public, j'ai découvert la chaleur d'un public, j'ai découvert l'affection d'un public, j'ai découvert que moi, qui suis un petit Camerounais inconnu de rien du tout, des gens que je ne connais pas pouvaient m'applaudir. Et ça a bouleversé mon existence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tourner là-bas. J'ai fait un certain nombre de films en Afrique du Sud. Et ensuite, je suis revenu au Canada, j'ai terminé mes études là-bas. Et au moment où j'ai terminé mon cursus à l'Actors Studio, je reçois un mail d'un agent français
qui me dit, monsieur, j'ai vu votre CV, votre parcours. Je pense qu'avec votre expérience, quand même la Lee Strasberg School of Arts de New York, c'est pas commun en France. Je pense qu'on peut faire une carrière. Ah, moi, je suis agent. Est-ce que vous voulez bien venir en France pour faire une carrière de cinéma? Waouh, j'étais ébloui parce que le cinéma, c'est ce qui m'a permis de retrouver l'affection que j'avais perdue depuis en quittant mes parents. Donc, je l'ai suivi. Je suis né en France. C'est comme ça que je suis né en France pour la première fois. Et là, stupeur et tremblement, je découvre le statut indigent des acteurs noirs en France. Et là me vient une expression, la figuration ethnique. C'est-à-dire que on cherche pas un médecin, un avocat, on veut juste un noir pour jouer un rôle de noir, ce qu'on appelle vulgairement le black de service. Et là, les problèmes ont commencé parce que bon, je me dis quand même, j'ai appris un métier, ça n'a rien à voir avec mon métier. Moi, je veux construire des personnages, je veux produire des émotions, je veux toucher le public. Et voilà ce qu'on me propose, le black de service. Donc, j'ai commencé par dire non, parce que les gens ont trouvé extrêmement arrogant, de ces petits noirs pour qui il se prend. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis à écrire. Parce qu'à ce moment-là, il y a une remise en cause. Je me dis, mais voilà que je suis venu ici pour faire du cinéma. Et soudain, je suis confronté à l'humiliation. Et j'ai appris que, en fait, les obstacles de la vie sont des opportunités pour nous transformer. Ce sont des opportunités de créativité. Je pense que la créativité, c'est ce qui nous aide à franchir les obstacles de l'existence. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. C'est vrai que quand j'étais dans ce collège, j'étais très bien noté dans mes dissertations philosophiques. On les lisait dans les classes de terminale. Et là, quand je me suis retrouvé face à ce vide, cette humiliation, eh bien, c'est revenu. Et quelque chose m'a dit, mais tu as été en Afrique du Sud, tu as connu le racisme, tu as des choses à dire aux gens. Et face à cette situation, tu as des choses à dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Tu t'es réfugié dans l'écriture. Voilà. Et donc tu as écrit, j'ai vu que tu as publié trois bouquins, c'est ça? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. J'écris en anglais et en français aussi. Parce que ils sont traduits en anglais et en français. Oui, c'est-à-dire que j'écris les deux. J'écris en français et j'écris le même bouquin en anglais. Et je peux vous garantir que quand vous écrivez dans les deux langues, c'est pas exactement le même livre que vous écrivez. Mais donc il y a 5 publications comme ça. Autopsie du suicide, voilà. Les vrais faux martyrs du terrorisme. Voilà, le blabla du foot. Le béaba du foot pour les filles qui se sentent seules les jours de match. La vérité sur Judas. Aussi le syndrome de Babel, la sagesse oubliée, qui est un roman sur le racisme. Justement, cette expérience que j'ai eue a donné un roman fleuve, parce qu'il y a au moins 700 pages. Et d'ailleurs, je suis en train de le revoir en ce moment parce que c'est une histoire qui se passe aux États-Unis, dans un ghetto, et le type découvre la beauté et la richesse des différences, plutôt que facteur de peur, de mépris. Donc, c'est un roman qui veut être positif, parce que justement, face à la situation à laquelle j'étais confronté, où on n'était pas capable de voir au-delà de la couleur d'un être humain, ses qualités, de se rendre compte qu'un être humain, c'est pas ce qu'il pas ce à quoi il ressemble, c'est ce qu'il pense. Moi, quand je vais dans la rue, je ne dis pas je suis noir ou africain, je me dis voilà, je pense ceci de l'existence et c'est ce que je pense que je suis, en fait. Et donc, j'étais révolté à l'idée qu'on s'arrête à la couleur d'un individu, à ses apparences, pour le qualifier et pour juger de sa valeur, quoi. Donc j'ai voulu écrire ce livre, le syndrome de Babel, la sagesse oubliée, qui est un roman, qui est l'histoire d'un type qui vit dans un ghetto américain, en l'occurrence Jamaica, à Queens, et qui vit dans le racisme, qui est victime du racisme, comme le sont les Afro-Américains, et qu'un jour a un rêve, il fait un rêve, et il rêve une sorte d'île où des gens ont, à la suite du déluge, repeuplé l'humanité. Et donc, le déluge avait effacé l'humanité. Et donc, elle a été repeuplée à travers un ancêtre, que beaucoup connaissent peut-être, Noé. Et là, dans ce rêve, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il voit le peuple de la Terre, l'humanité, avec tous ses phénotypes. Il y a des blancs, des noirs, des jaunes, il y a des métissages, des métissages, des métissages. Et il découvre ça, il arrive sur cette Terre, qui est la Terre des hommes, qui est l'humanité. Et là, il a un choc. Parce que ces gens-là, ils sont comme une seule famille. Pourquoi? Alors qu'ils ont des phénotypes différents, des couleurs différentes, mais ils sont comme une seule famille. Pourquoi? Parce qu'ils parlent la même langue. Et là, mon personnage a un choc. Il se rend compte qu'en fait, ce qui sépare les gens, c'est pas ce à quoi ils ressemblent. C'est quoi? Ce n'est pas non plus
ce qui les rassemble. Ce qui les sépare ou ce qui les rassemble, eh bien, c'est ce qu'ils pensent. Ce sont leurs idées. C'est la langue qui est facteur de créativité, qui détermine, qui identifie les gens par leur culture, par leur pensée. Donc c'est un premier choc. J'ai toujours vécu dans l'idée, dans laquelle on m'a instruite, qu'il y aurait des blancs, des noirs, des jaunes, et que tous n'auraient pas le même destin, hein, selon leurs origines et leur couleur de peau. Et là, j'ai un choc parce que je me rends compte que, en fait, ce qui rassemble les gens, ce sont leurs idées. Et ce sont les idées aussi qui les séparent. Et par la réflexion, j'ai regardé les partis politiques, notamment aux États-Unis, où, je crois que c'est d'ailleurs le cas en France, hein, où les gens, dans un même parti, eh bien, il y a des noirs, des blancs, des beurs. Waouh! Donc c'est vrai. C'est vrai. Parce que dans ce parti, ils se battent ensemble, ils collent des affiches ensemble, et ils ne cherchent pas à savoir s'ils sont noirs, blancs ou jaunes. Donc, je me suis dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire un roman avec une idée positive, où on sort du sempiternel conflit, les méchants blancs, les pauvres noirs, pour essayer de montrer en fait que la beauté est dans la différence. Et c'est là qu'est né ce thème que je voulais défendre à travers ce personnage, que les différences de culture, de couleur, sont facteurs de beauté et de richesse. Et non pas de peur, de mépris ou de division. Et tu as aussi monté une association? Alors bon, je ne vous parle pas des autres livres parce que vous ne posez pas la question. Parce qu'on n'a pas le temps. Si on s'y met, en plus bien sûr, tu développes. Vous tapez Emmanuel Mottet sur Google, vous verrez mes livres. Voilà, on les a cités. Donc tu as aussi une association? Alors, l'association, effectivement, c'est très important. Ça, c'est le moment capital de mon existence, cette association humanitaire qui lutte contre la pédophilie, mais surtout les violences faites aux femmes. Quand je parle de violences faites aux femmes, c'est les mutilations sexuelles. C'est les femmes qu'on a recueillies parce que on veut les envoyer contraintes et forcées à se marier, hein, au pays, comme on dit, au bled, comme on dit. C'est aussi les femmes qui venaient avec leurs petites filles parce que le papa veut les mettre dans leur valise pour aller se faire exciser, quoi. Elle s'appelle comment cette association? C'est l'association Ecclesia, Ecclesia France, dont je suis le président et le fondateur. Et donc, le fait même d'envisager une telle association s'est révélé pour nous un combat hors norme, parce qu'on a été face à des résistances auxquelles on ne s'attendait pas. Comme par exemple, vouloir combattre la pédophilie dans l'église avec les prêtres, les cardinaux, etc. On a dit, écoutez, nous on ne va pas vous donner des subventions parce que bon, c'est un sujet qui est trop sensible, vous prenez pour qui, etc. En ce qui concerne les femmes battues, on avait un local dans le 20e, et voilà le problème qu'on a eu. C'est que les femmes venaient nous voir. Alors quand les femmes viennent nous voir, eh bien on essaie de les protéger. On leur donne à manger, à boire, on les écoute. Hein, toujours écouter, et on les protège chez l'habitant. Et le problème, c'est que les gens avaient repéré notre local. Et on sortait le soir, il y avait le cousin, le mari et le grand frère qui nous attendait pour nous casser la gueule, quoi, littéralement. Parce que comment vous retournez la tête à ma femme, à ma soeur, mais vous prenez pour qui? Nous on a des traditions, on fait ce qu'on veut, c'est nos sœurs, etc. Et à partir de là, je me suis rendu compte que je suis entre-temps devenu champion de France de karaté, aussi pour ça, parce que je voulais défendre physiquement les femmes, hein, parce que, je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, ma mère a subi, elle a été une femme battue, et je me suis rendu compte que le combat, il est à la fois physique, il est à la fois sur le plan de l'éducation, et c'est comme ça que, en fait, on a déménagé, et maintenant, on ne peut nous trouver que sur Internet, sur Skype, et c'est par mail qu'on travaille maintenant. Donc il faut être extrêmement prudent, parce qu'il y a des résistances, des gens qui sont prêts à aller très très loin. Pour vous empêcher de travailler. Et en fait, quand tu dis, quand tu dis que tu as eu une maman qui a été battue, c'est de là donc du coup. C'est de là que tout est venu. Que tout est venu. Ouais. J'avais 10 ans quand j'entendais les cris de ma mère dans la salle de bain. Poum 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 poum. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'ai entendu ma mère crier. Et mes frères et sœurs et moi j'étais l'aîné, j'avais 10 ans. Qu'est-ce que je pouvais faire? On se regardait, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que c'était comme ça quasiment plusieurs fois par semaine, quoi. Et j'étais effaré de voir que des gens qui prétendaient m'aimer
c'est-à-dire en l'occurrence mon père, violenter ma mère alors qu'il savait qu'on était dans la maison, qu'on l'entendait. Et c'est comme ça que j'ai compris la brutalité dans les relations conjugales, les relations maritales. Et j'en ai éprouvé une sorte de frustration énorme parce que je ne pouvais rien faire contre ma mère chérie. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai ces cris qui résonnent dans mes oreilles. Donc quand je suis devenu adulte, je me suis dit d'abord, je vais apprendre les arts martiaux. Je suis allé voir un maître de karaté japonais. C'est grâce à lui que je suis devenu champion de France de karaté. Quand on apprend le karaté avec un japonais, c'est quand même plus facile de tabasser les autres tout en contrôlant. Parce que tabasser, c'est pas, parce que le karaté, c'est pas la violence, c'est le contraire. C'est contrôler son énergie. Et donc, c'était comme ça que je me suis juré deux choses. Je vais apprendre les arts martiaux pour défendre les femmes. Je vais désormais veiller à ne violenter aucune femme de toute mon existence. Je vais m'assurer de ne pas leur imposer mes désirs, d'écouter les leurs. J'ai découvert ce qu'on appelle le désir de la femme, alors que j'ai grandi dans une culture selon laquelle c'est l'homme qui dit, comme on dit. Qui dicte. Mais non seulement qui dicte, mais qui dit. C'est D-I-T. C'est moi qui dis, comme disaient les enfants. Non, c'est pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Oui. Bon. Et là, l'association humanitaire s'imposait comme une sorte de moyen juste de respirer, quoi, de l'oxygène. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ma mère. Voilà. Et c'est comme ça que cette association humanitaire est née. Je voulais, à travers elle, défendre les femmes. Je voulais me racheter de n'avoir pas pu la défendre, moi, ce garçon de 10 ans. Alors justement, quand on t'annonce que le docteur Denis Mukwege est prix Nobel 2018, comment tu reçois l'information? Comment t'accueilles l'annonce? Écoute, j'ai applaudi avec tous ceux qui étaient avec moi de ce qu'on a pu mettre sur la carte du monde un combat que nous menions, je dirais, un peu dans les ténèbres. Et c'est extrêmement réconfortant de voir que le monde a pu s'intéresser au point de donner il y a eu le prix Sakharov, ensuite le prix Nobel, à quelqu'un qui s'intéressait aux mutilations génitales. Je veux dire, nous, quand on a parlé simplement de pédophilie dans l'église, on nous a rayonné, on nous a vilipendé. Mais je veux dire, les mutilations sexuelles, arriver à mettre ça sur la place publique, d'abord ça demande un courage extraordinaire. Et nous avons vécu comme sur des miracles, de grâce divine, je l'ai dit, de ce que cet homme-là, exceptionnel, a pu mener ce combat de manière sur le plan international. Maintenant, ce que j'ai à dire au sujet de Denis Mukwege, c'est que c'est ce qui me frappe chez lui, cette espèce de vocation, de mission, je dirais quasi christique, par laquelle d'ailleurs j'ai vu que c'était le fils d'un pasteur protestant pentecôtiste, ce qui m'intéresse en tant qu'apôtre aussi. Mais il y a une sorte de dimension quasi christique chez lui parce que il a échappé à 2 attentats. En 96 d'abord, lors de la première guerre du Congo, son hôpital est brutalement détruit. Il échappe à la mort alors que plusieurs malades et infirmiers sont assassinés, quand même. Il se réfugie à Nairobi et puis il retourne. C'est ça qui me frappe chez lui. C'est-à-dire que cette mission, il a fait au prix de sa vie. Il assume cette passion quasi christique, il donne sa vie, quoi. Il échappe à un attentat, il revient. Et c'est pas fini parce que le 25 octobre 2012, il est victime d'une agression en plein centre de Bukavu. Le gardien de sa maison est abattu, après l'avoir alerté d'un danger. Sa voiture est incendiée. Il est ligoté, mais grâce à l'intervention des riverains, j'ai envie de dire des anges, qui se portent en son secours, il est sain et sauf. Là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle parce que ce gars, son père était pasteur et il trompe la mort à 2 reprises. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de donner sa vie. Il échappe à des attentats, il va à l'étranger, là, lors de l'attentat du 25 octobre 2012, il part se réfugier en Belgique, mais il revient. C'est-à-dire que son patriotisme, c'est pas un patriotisme de façade, comme on voit souvent. J'ai des potes congolais, oui, bon, ils sont patriotiques, parce que, voilà, juste pour se vanter, quoi. Mais lui, c'est un vrai patriote. Et c'est aussi un militant des droits humains. C'est-à-dire que c'est pas un militant des droits humains pour être militant des droits humains pour dire, comme font les stars, oui, Beyoncé ou Jay-Z, voilà, il soutient telle fondation. Non, lui, il donne sa vie, quoi. Il donne sa vie, il échappe à des attentats, il revient dans son pays. Donc il y a ce patriotisme qui est réel, il y a cette dimension humanitaire qui est réelle, et puis un homme qui met sa science
au service des plus faibles, les femmes. Le sujet qui m'emporte le plus sur Terre, c'est-à-dire ma raison d'être quasiment, bon, je ne suis pas à son niveau, mais je veux dire, moi, c'est ma raison d'être, c'est de protéger ceux qui sont plus faibles que moi. Et je pense que les femmes doivent avoir exactement les mêmes droits, voire plus que les hommes. Pourquoi ? Parce que ce sont les femmes qui mettent les hommes au monde. 01 55 07 58 00. Les projecteurs sont braqués sur le docteur Denis Mukwege, prix Nobel 2018. Alors je vous demande comment vous avez accueilli l'annonce de ce prix Nobel et que vous inspire le combat de cet homme. Et on a Tina, c'est Tina d'hier soir. Tina, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir au docteur, bonsoir. Non, le docteur n'est pas là. Là, ce soir, on a Emmanuel Motet. Oui. Mais on parle aussi du docteur Son esprit est là. Son esprit est là, ouais, il est là. Il est là avec nous. Esprit, es-tu donc là? Et moi c'est pour faire aussi, Fatou, c'est pour faire le retour d'hier, parce que je suis allée aujourd'hui, cet après-midi à l'hôpital. Merci de faire le retour d'ailleurs, Tina, merci. Oui, parce qu'on m'a demandé, il faut que je vous dise des choses. Oui. Bon, c'est vrai que ça a été une après-midi quand même très éprouvante. Quand je suis arrivée, bon, déjà, je n'ai pas trouvé, elle s'appelle Madame Barak ici, bon, chercher, donc je pense qu'elle a dû sortir parce qu'on a essayé de la faire sortir. Bon, moi j'ai pris mon café, elle est venue me rejoindre. Donc j'ai constaté effectivement, donc la dame, elle a vraiment un enfant de 2 ans. Alors, petite correction, un peu compliqué de vous dire, en fait, celle qui est enceinte, ça va vous paraître encore, c'est la fille, en fait, c'est la maman. C'est compliqué, hein. Une maman avec un petit garçon de 2 ans, une fille enceinte avec elle. Et la fille à quel âge? 22 ans. D'accord. J'ai 22. En fait, c'est elle qui est enceinte, c'est pas la maman. D'accord. La maman, elle a un garçon. Plus encore une autre enceinte. Donc, je crois que c'est 3 mamans. 3 jeunes mamans. Enfin, 2 jeunes mamans plutôt, parce que je dis à maman. C'est vrai parce que la maman, elle a l'air enceinte, parce que bon, elle avait le ventre un peu comme ça. Elle allaitait. Donc, c'est vrai qu'elles ont. J'ai vu l'endroit où vraiment elles dormaient. En fait, quand vous allez aux urgences, c'est pas facile à trouver de la maternité de Port-Royal. Quand vous rentrez dans les urgences, il y a le hall, et c'est tout au fond du hall, à droite. C'est vraiment une planquette. Donc j'ai fait une petite vidéo. Je lui dis waouh, courage que la maman. Il y a un petit souci, c'est qu'à 5h du matin, il y a un monsieur qui est pas sympa, qui les réveille, d'après ce qu'elle m'a dit, pas la maman, mais la fille, des coups de pied pour leur dire de se réveiller et de s'asseoir sur leur chaise. Non, pas de partir, leur dire de vous lever, vous n'êtes pas honte, Il n'est pas sympa du tout et il les met sur la chaise. Donc, c'est pas possible. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, moi, j'ai essayé d'appeler, de voir, de comprendre pourquoi elles sont arrivées ici, toutes ces 3-là. En fait, elles viennent de la Côte d'Ivoire. Elles ont fui leur mari, apparemment. Elles ont eu des soucis. Je crois qu'elles ont des problèmes de ce côté-là. Elle n'a pas voulu m'en dire plus. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Moi, je sais pas qu'il faut passer par le 115 et 115. Et on a passé tout l'après-midi à faire le 115. On a pu avoir ce soir le 115 difficilement, malgré qu'elle m'a dit, la dame, elle m'a dit bien moi, non, on peut pas, il n'y a pas de place ce soir. Moi, j'ai assisté parce que le petit de 2 ans qui s'appelle Ali, qui est tout mignon comme tout, elle a entendu, je pense qu'elle a entendu qu'il avait fait sa crise. On voyait qu'il était énervé, il avait faim. Je lui ai dit, madame, c'est pas possible, encore une nuit qui va passer là. Et finalement, j'ai appris, bon, parce qu'après, je suis rentrée à la maison, j'ai appris que le petit et la maman, elle a pu l'héberger ce soir dans un hôtel. C'est vraiment un soulagement pour la maman. Par contre, les 2 autres filles, les 2 autres filles sont restées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est pas possible qu'on va rester comme ça. Moi, je vais pas repartir. Je suis allée avec l'accord de la maman et les 2 filles. Je suis allée rentrer dans le bureau, figurez-vous, de la centre sociale. Je vais regarder comme ça. J'ai dit, voilà, je me permets, je me suis présentée. J'ai dit, voilà, madame, il y a 2 dames. Voilà, c'est ces 2 dames-là. Et cette maman, comment se fait-il qu'on peut rien faire ou qu'on laisse ces gens comme ça dans le hall, dans l'hôtel? Elle m'a dit que la maman, on ne pouvait pas la suivre parce qu'elle n'est pas enceinte, que les 2 autres, effectivement, pouvaient, mais qu'on ne pouvait rien faire pour la maman. Donc elle m'a dit, la maman, on ne peut rien. Donc là, du coup, là, qui a été pris en charge? Qui dort où ce soir? Alors, je vais vous dire, un petit peu la maman que pour ce soir. Par contre, la maman ce soir, la bonne nouvelle, vous avez monsieur qui m'appelait vous le connaissez? Je vais vous dire son nom. Comment il s'appelle? Dieudonné Kassingo. Ça vous dit quelque chose? Oui, je crois que c'est un auditeur, oui. C'est un auditeur qui a une association dans le 78.
Il m'a dit de vous en parler parce que vous le connaissez bien. Moi, je ne le connais pas. Il propose à ces personnes-là, éventuellement si c'est possible, de quitter Paris et de les héberger dans cette structure qui se trouve dans le 78. Fatou, quand la maman avec le garçon, elle est prête. Elle a dit qu'elle est prête là-bas de partir si vraiment l'hébergement est pour toujours. Mais les deux mamans, elles ne peuvent pas. Pourquoi? Elles sont suivies à la maternité de Port-Royal. Que la maman, là, celle-ci, là, en question, qui est dans un hôtel, qui j'espère vous écoute, et je vous fais un coucou si elle m'écoute, et qui mange un bon plat africain. Je suis soulagée parce qu'ils n'ont pas mangé depuis pas mal de jours. Donc c'est quand même un soulagement. Et nous, on demande s'il y a des gens aussi qui peuvent nous aider, qui parlent la langue, qu'elle ne comprend pas bien français. Moi, j'aimerais que demain, moi, je vais retourner demain. S'il y a une dame qui peut l'accompagner dans sa langue, l'accompagner aussi à Bastille dans sa langue, et si possible, ce qui serait bien, parce que c'est vrai qu'elle est fatiguée, si quelqu'un a une voiture, pour l'emmener de Port-Royal à Bastille, ça serait bien que les gens viennent là-bas. On a eu un seul appel, deux appels. Un appel à l'autre logique qui ne m'a pas servi grand-chose, mais j'aimerais que les gens puissent aussi apporter des petits trucs aux petits garçons qui ne mangent pas. S'il y a des gens qui veulent donner des petits dons alimentaires, des petits... Moi, j'apporte ce que je peux. Et s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi l'après-midi, on peut se retrouver à l'entrée, il y a une cafétéria là-bas. Ok, Tina. Eh ben, écoute, je vais relancer ton numéro, 06 29. Il y a des gens sérieux qui vont appeler. Bon, il y a de l'association Aurore, on peut rien faire. Mais la maman... Je relance ton numéro, Tina. 06 29 70 25 45. Voilà. 29 70 25 45. En tout cas, je te remercie, Tina. Et tu continues. Sympa. Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous aider sur Paris pour amener cette maman dans un point, parce qu'elle a des démarches à faire au niveau des papiers. Okay. Il faut quelqu'un qui vienne là-bas, qui m'appelle, on se retrouve à l'entrée de l'hôpital, en espérant qu'ils ne vont pas les mettre dehors du jour, parce que là, ils sont vraiment cachés dans le hall. Hein. Bon, en tout cas, le message est passé, Tina, ton numéro est passé, et continue de nous tenir au courant. Merci à toi. Et elle vous écoute, peut-être qu'elle vous écoute, elles m'ont dit. J'ai fait une petite vidéo et des photos. Ok, et ben, on les embrasse, on leur donne du courage. Qu'elle tienne le coup. 06 29 70 25 45, c'est le numéro de Tina pour aider toute cette petite famille là qui a besoin d'aide là, l'hôpital Port-Royal. Ben justement, Emmanuel, quand t'entends ça, qu'est-ce que ça te... Ça m'interpelle parce que je vois le genre de situation à laquelle nous avons eu à faire face lorsque nous avons été alertés par des femmes. Nous, ce que nous faisons, c'est exactement ce qui a été proposé là, c'est-à-dire que nous les logeons chez l'habitant. Il est très important qu'une femme qui a subitement quitté son foyer ne se trouve pas dans un hôtel. Elle peut être déstabilisée sur le plan moral, sur le plan psychologique. Il faut, de manière préférentielle, la mettre dans un cadre familial. Et avec une ambiance familiale pour qu'elle puisse se reconstituer, ne serait-ce que mentalement, qu'on puisse l'écouter, effectivement qu'on puisse lui donner à manger, à boire, notamment quand elle a des enfants. Elle a des enfants, il ne faut pas qu'elle soit séparée de ses enfants, c'est très important, parce que là, elle peut avoir la tentation de revenir. Mais là, du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour elle, par exemple, avec ton association? Il faudrait qu'elle nous appelle. Et nous, on va contacter les gens qui sont autour de nous pour voir s'ils ont de la place. Parce que, en l'occurrence, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu comme, le système de famille d'accueil. Le numéro de Tina? Avec plaisir. Et je te le donne après tout à l'heure, tu le notes, tu t'appelles Tina, et puis voilà, comme ça vous gérez ça ensemble, peut-être que ça peut aboutir à quelque chose. Bien sûr, ce sera une solution supplémentaire pour elle. 01 55 07 58 00. Jules, bonsoir. Bonsoir Fatou, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et toi-même? Ça va. Moi, je suis très content parce que tu fais des bonnes choses, des émissions. En ce qui concerne Dr Denis Mukwege, c'est une fière pour nous, c'est notre papa, c'est notre grand frère. Moi, je demanderais vraiment que Dieu lui garde et qu'il lui donne encore beaucoup de l'intelligence, encore la sagesse pour aider nos soeurs, nos mamans, surtout à l'est du Congo, quand nous voyons des femmes qui sont violées, des petits-enfants de 2 ans qui sont massacrés, violés par des rebelles zombés. Nous sommes en Occident, ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal. Parce que vous savez, c'est la femme qui donne la naissance. Vous savez, moi j'ai perdu ma maman. Ma maman avait 66 ans. Jusqu'à présent, souvent je pense à ma maman. Quand je vois sa photo, je pleure. Et quand on commence à détruire déjà une femme, à détruire les parents génitales d'une femme,
En quelque sorte, vous mettez fin à la progéniture. Et vous mettez fin, c'est-à-dire que les hommes ou des types ne peuvent plus venir dans le monde. Donc, nous souhaitons beaucoup de Denis Mouko, mais qui est notre papa. Et je profite aussi à féliciter le frère qui nous avait reçu aussi au niveau des studios. Emmanuel Moté, il est là. Là, nous sommes derrière eux pour les soutenir. Et vraiment, je vais demander à Dr Mouko s'ils peuvent aussi former d'autres Congolais. Parce que vous savez, ces combats qu'il a commencé aujourd'hui, ça ne finira pas aujourd'hui. C'est continuer. Ils peuvent encore. Et déjà, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est dessus. Ça fait des années qu'il a commencé ce combat. Voilà. Ils peuvent aussi former d'autres Congolais aussi, qui peuvent travailler avec lui, surtout à l'est du Congo. Et quand on voit ce qui s'est passé à Béni, c'est triste. C'est triste. Mais justement, peut-être que ça va donner aussi des idées à d'autres personnes d'aller le rejoindre. Exactement. Nous, moi je vais demander à mes frères congolais, nous qui sommes en France, en Belgique, moi je suis en France, ceux qui sont en France, en Belgique, partout, si nous pouvons soutenir cet homme, même mettre même quelque chose, et faire des cotisations, acheter des matériaux de bonne qualité en Europe, si on peut donner même des dons, afin qu'il continue à travailler. Et je souhaiterais même plus loin, s'ils peuvent devenir un jour ministre de la santé au Congo. Ça sera très bien pour moi, pour nous. T'es sûr que ce serait bien pour lui de rentrer dans la politique? Mais pourquoi pas, Fatou? Pourquoi pas? On a besoin de pareilles personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si aujourd'hui il dit que bon, moi je vais lancer dans la politique, nous on est là pour les soutenir. Hein. On est là pour les soutenir parce que tu penses pas qu'il il défend des femmes congolaises, il veut donner l'honneur à nos mamans, à nos sœurs. Vous voyez, il veut donner l'honneur à nos mamans, à nos sœurs. Voilà, Fatou. Ben, il n'est pas plus efficace à l'hôpital plutôt que dans un bureau à faire le technocrate. Ah, Fatou, en forgeant, on devient forgeron, hein. Et alors? En forgeant, on devient forgeron. Si aujourd'hui, dit que bon, je vais me lancer dans la politique, eh ben, nous, on est là pour le soutenir, hein. Moi, j'ai suivi très bien son discours à l'Oslo. Ce qu'il a dit, il y a des gens qui pleuraient, hein. Nous, on a fait ça. Nous, on a suivi ça chez moi, hein. Nous, on est là pour le soutenir. Vraiment, c'est très important. Voilà, c'est très important. En tout cas, merci à toi, Jules. Merci beaucoup, Fatou. Là, je viens de finir la tournée, je fais la livraison. Tu vas rentrer à quelle heure? Là, je vais garer mon camion. Je travaille à mon propre compte. Là, je vais garer mon camion plus tard à 23h, le temps d'arriver chez moi à minuit. Hein. 1 heure de transport. Ah ouais, je vais prendre la voiture. 1 heure de route. Et tu rentres à la maison et tu vas rejoindre madame et les enfants? Bien, à 7h, ils sont déjà au lit. Et moi, j'ai que des filles. Et à 7h, mes anges dorment déjà. Moi, j'ai des filles. Ils dorment déjà à 7h. Et oui, mais en tout cas, tu vas les rejoindre quand même, Jules. Exactement, tout à fait. Ben voilà. Et ben, je vais te souhaiter une bonne soirée, Jules. Merci. Tu sais, quand tu étais malade, on m'a dit que tu étais malade, ça m'inquiétait beaucoup. Ouais, ça va mieux. Moi, je te suis chaque jour dans mon camion. Chaque jour, je te suis. C'est gentil, Jules, merci. Ben, en tout cas, je suis de retour. Merci, Jules. Merci, que Dieu te donne longue vie, Fatou. Ouais, je sais pas si c'est Dieu qui va me donner longue vie, mais en tout cas, je prends. Merci beaucoup, Jules. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Tu embrasses toute ta petite famille. Ben, Jules, hein, qui est fier, c'est la fierté, hein, c'est notre papa, c'est notre grand frère en parlant du docteur Denis Mukwege. Je vous posais donc la question, hein, qu'est-ce que vous avez ressenti, hein, comment vous l'avez accueilli, cette annonce du prix Nobel 2018 qui a été remis au docteur Denis Mukwege. Et justement, Emmanuel, on entendait Jules là, qui s'exprimait et ce qu'il disait. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'il a dit, Jules? Moi, je voulais poser une question à Gilles. Est-ce que... Il n'est pas parti, hein, en même temps, on peut le récupérer. Hein. Oui, Jules. Hein. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas rechercher les causes d'un problème plutôt que de s'occuper uniquement des conséquences? Parce que Denis, là, lui, c'est comme un pompier. Hein. Il est là pour ramasser, entre parenthèses, la merde, permettez-moi ce terme populaire. Hein.
ça, il est là simplement comme un pompier. Il y a des gens qui sont responsables, qui sont à l'origine de ces problèmes qui, de mon point de vue, me paraissent avoir un caractère ethnique. Alors, moi, j'ai des copains congolais. C'est les gens les plus patriotiques que j'ai jamais rencontrés de mon existence. Donc je me dis, comment est-ce que des gens aussi patriotiques, ils ont un tel amour, une telle passion de leur pays. On voit comment le docteur Denis est prêt à assumer sa mission au prix de sa propre vie. Comment donc des Congolais peuvent faire ça à d'autres Congolais? Qui fait ça dans l'Est du Congo? Qui? Quelle tribu? Quelle est la nature du conflit? Quelles sont les ethnies qui sont en conflit? C'est peut-être là qu'il faut aller chercher les problèmes, au lieu simplement de venir voir un médecin émérite pour régler ce que d'autres ont produit. Hein. Je pense que c'est en allant vers les causes qu'on peut être efficace. Voilà. Et les politiques, s'ils peuvent servir à quelque chose, ce serait à ça. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle davantage des acteurs qui sont réellement la cause de ces problèmes catastrophique que le docteur est obligé de venir traiter à sa manière. Mais justement, en lui remettant ce prix de Nobel, donc ça met la lumière sur son travail, oui, sur l'action qu'il fait, sur les causes et les conséquences de tout ça. Et donc, du coup, on en parle justement. Oui, c'est que là, on ne sait pas quelle est la tribu qui veut exterminer notre tribu en faisant une sorte de purification ethnique en passant. Parce que quand on viole les femmes, c'est pour enfanter une nouvelle tribu. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on voyait au Rwanda, où les Hutus veulent détruire notre tribu pour essaimer les Hutus partout dans le Rwanda. Donc c'est ça le problème aussi de ces viols, c'est que c'est une forme de purification ethnique. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont exactement ces tribus-là? Quelle est la nature de la guerre ethnique qui a lieu? Est-ce que c'est pas en allant voir ces chefs, c'est pas les chefs du village ou les chefs de clan, je sais pas, est-ce que c'est pas là sur le terrain qu'il faut agir? Parce qu'il me semble que le docteur là, il agit simplement du côté des conséquences. Là, il y a des femmes qui sont violentées, qui sont mutilées, et donc il vient comme un pompier traiter les conséquences, vous voyez? Sekou? Bonsoir Sekou. Oui, je suis là. Ça va? Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ok, désolé, mon réseau est un peu pourri ici. Je suis loin dans le 91. Non, c'est quoi, il n'y a pas de souci. Ça va. Je reconnais ma faute. On t'entend bien. D'accord. Bonsoir déjà à tout le monde. Bonsoir à Manuel. Monsieur Moté. Oui, je voulais réagir par rapport au nouveau prix Nobel. Oui. J'ai entendu un court passage de lui sur une vidéo sur Facebook. Ouais. Et franchement, la vidéo, elle était super émouvante. Et quand j'ai vu, en plus, il me semble que c'est toi qui l'avais posté, Fatou, non? J'ai posté la vidéo et j'ai fait une chronique aussi où j'ai mis un extrait. D'ailleurs, c'était une chronique où j'ai laissé parler tout l'extrait du discours. Voilà, c'est cet extrait en question dont je parle. Et déjà, ça m'a donné envie d'en entendre plus de ce monsieur. Et voilà, je lui tire mon chapeau parce que c'est les gens comme ça qui mettent en lumière des fléaux qui se passent sur le continent africain et surtout au Congo. Voilà, parce que au Congo, ça fait vraiment des années que ça dure. Et nous, en France, il y a une forte communauté congolaise, donc on est assez au courant. Il y a beaucoup d'artistes beaucoup d'artistes africains qui sont congolais, même la moitié des rappeurs. Donc nous, on est au courant depuis assez longtemps, mais c'est vrai que voilà, les gens dans le monde ne sont pas forcément au courant, et le fait est que ce soit un prix Nobel qui en parle, ça va jeter de la lumière sur ce problème. Voilà, j'espère que ça va cesser, parce que voilà, c'est vraiment un très gros problème ce qui se passe là-bas au Congo. C'est même un des plus gros problèmes dans le monde, avec la Birmanie et autres. Et voilà, c'est des choses qu'il faut que ça change, quoi. Toi, t'es congolais, toi, c'est cool? Non, moi je suis pas du Congo, je suis du Mali. D'accord. Mais voilà, je pense que en parler c'est bien, mais je sais pas, c'est pas assez, quoi. Mais c'est déjà un premier pas, parce que sans ça on fait rien. Mais quand je regarde par exemple l'ancien prix Nobel de Birmanie, là, je me rappelle plus de la dame, elle a été prix Nobel.
Ensuite, elle est devenue, c'est une genre d'ambassadrice là-bas, il me semble, aujourd'hui, en Birmanie. Et pourtant, elle ferme les yeux sur ce qui se passe. Et j'arrive pas à comprendre, en fait. Et d'ailleurs, Paris a retiré son... Ouais, il a retiré, voilà. ouais. Voilà ce qu'il lui avait décerné. Et je trouve que, je sais pas si c'est... En fait, j'arrive pas à comprendre que le monde tourne, que ça continue à tourner comme si de rien n'était. Or qu'on sait qu'il y a un truc là-bas, qu'il y a un malaise. Et on voit des déferlements sur les réseaux sociaux, on voit des pancartes, des trucs et tout. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que... Je sais pas, quand il se passe un truc, quand par exemple là, il y a eu des vidéos ces derniers temps pour le policier tunisien qui abat les chiens, je trouve que l'effet que ça a, l'impact, la boule, elle a plus d'impact que ce genre de problème-là, et pourtant c'est encore plus monstre, quoi. Après, toi, tu comprends pas que ce soit encore d'actualité, voilà. qu'on fasse pas le nécessaire pour stopper tout ça, en fait. Exactement, parce qu'on va pas se blaguer, Fatou. Quand le mec il est là et qui balance un chat contre le mur, on tape du poing sur la table et le mec on le retrouve. Quand le policier il vient, il tire sur un chien, on en fait un pataquès, ça fait le tour du monde et on le retrouve, ce gars-là. Et pourquoi quand il se passe des trucs comme ça là, eh ben on retrouve pas les gens, ça s'arrête pas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi quand c'est un problème qui touche soit l'Afrique, soit le monde musulman, en fait c'est des problèmes qu'on voit, qu'on sait, mais on fait pas en sorte de les arrêter. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bonne question. Et donc j'espère juste que voilà ce qu'il a fait, ce qu'il fait ce prix Nobel, ben ça mettra la lumière et ça fera en sorte que ça s'arrête, parce que voilà, je pense que on a besoin de vivre dans un monde en paix. En tout cas, je ne sais pas si ça peut exister vraiment, hein, ce mot. C'est vrai qu'il a une définition, mais après, je ne sais pas si la paix, ça existe vraiment, hein. C'est vrai, c'est vrai. Quoi, hein. Plus on avance dans le temps, moins il y en a, mais je me dis que si on garde tous une once d'espoir pour que ça aille dans le bon sens, et ben peut-être que ça ira un jour dans le bon sens. On va essayer. On va essayer. On va essayer de faire, hein. La paix dans le monde, c'est cool, la paix. Voilà, c'est ça qu'on veut tous. En tout cas, c'est cool. Merci de ton intervention. Moi, merci à vous, franchement, merci à vous. Et là, je passe un petit coup de gueule là, sur Africa numéro 1 parce que, vas-y, 22, 23, c'est trop court. T'avais 22 minuit avant, ton audition, elle fait de l'audimat. Et ça aussi, c'est un truc, voilà, j'arrive pas à comprendre, quoi. Pourquoi, quoi? C'est quoi le délire, Fatou? Pourquoi c'est bien? Non, mais sérieux, c'est concret, c'est la seule place où voilà, le débat africain, il a lieu d'être, et on enlève une heure. Donc, j'arrive pas à comprendre, ça aussi, c'est pourquoi? Why? C'est pas un manque d'audimat. C'est un manque de plein de choses. Mais j'aimerais bien comprendre ce truc-là, parce que je te jure, j'arrive pas, je fais le tour de la question, j'arrive pas à comprendre. Et tout le monde te dit, même l'auditeur précédent, il t'a dit, Fatou, tu nous manques, t'as vu, quand j'ai appris que t'étais malade, j'étais peiné. Et c'est vrai, il ment pas, tu vois, c'est quelque chose de vrai. Quand t'es pas à la radio, ça se sent, tu vois, on peut pas faire genre, on le sait pas, ou on le sent pas, on le sait, tu vois. Il manque un truc, tu vois. Et c'est comme l'émission, enlever une heure, il manque quelque chose. Mais il manque quelque chose de bon. Donc on comprend pas le truc, tu vois. Moi je comprends pas, perso. Mais j'aimerais bien comprendre. Je me suis battu jusqu'à fatiguer, on m'a puni. Donc... Bon, je vais venir voir ton boss, là, on va parler entre 4 jours. Parce que la semaine prochaine, en plus, il n'y a pas d'émission, puisque je suis puni. En plus, on a rajouté la punition dessus. Donc, tu vois, c'est compliqué, moi aussi, je comprends pas. Vous pas punir la fiancée préférée. Pas tout, rien ne va plus dans ce monde. C'est rien ne va plus. Faut se battre, en tout cas, il faut continuer de se battre. On se bat au... Je vais laisser la place à d'autres auditeurs. Bonne soirée à toi, c'est cool. En tout cas, merci de ton intervention. À bientôt. Emmanuel, j'ai envie de te poser une question de savoir, c'est quoi un apôtre? Alors, puisque tu es apôtre, tu vas pas nécessairement aimer la réponse, mais... tu es apôtre, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. Un apôtre, c'est d'abord quelqu'un qui a vu le Christ. D'autant que si on l'a vu, c'est qu'il est visible et qu'il se montre à qui il veut. Mais en tout cas, c'est ça la définition. Donc ça veut dire que toi, tu as vu le Christ? Bien sûr, et je le vois tous les jours, en fait.
Donc, quand on regarde la Bible, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, si on parle d'apôtre, on parle de la Bible, ça a commencé par ça. Le Christ est apparu à Jean, à Pierre, et il leur a parlé et il leur a instruit par rapport à la mission qu'il attendait d'eux. Et c'est ça l'apôtre. Qui t'a remis le titre d'apôtre? C'est ce que je viens de te dire, c'est lui qui appelle. Donc, il t'apparaît, il t'interpelle et il te dit ce qu'il attend que tu fasses. Et tu dois faire quoi? Pour l'éternité. Et tu dois faire... Un seul mot, aimer. Aimer. Bon, on est tous des apôtres. Aimer mes ennemis, aimer mes amis, aimer mes frères, mes sœurs, aimer ceux qui ne croient pas, aimer ceux qui croient, mais selon le modèle du Christ, c'est-à-dire aimer ses ennemis, prier pour ceux qui te persécutent, dire du bien de ceux qui disent du mal, ne pas rendre le mal par le mal. Il n'y a que le Christ qui parle comme ça. Tous les autres, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu vas voir le judaïsme ou l'islam, c'est œil pour œil, dent pour dent. La seule personne qui a dit aime tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent, c'est le Christ. Donc un apôtre, c'est ça, c'est d'abord quelqu'un qui a vu le Christ, qui a une relation personnelle intime avec lui et qui reçoit des éléments d'architecture pour bâtir la maison divine dans les cœurs, pas dans les bâtiments, les cathédrales, les salles qu'on loue en ville. Et ce même Christ m'a dit clairement que l'Église, ce n'est pas des bâtiments, ce sont des êtres humains. C'est un corps, c'est une assemblée qui est faite d'êtres humains. Donc, il ajoute, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ça va à l'encontre des religions qui supposent que pour qu'il y ait une église, il faut d'abord qu'il y ait un grand bâtiment, il faut qu'il y ait 100 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. C'est faux. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Donc l'apôtre, il ne réclame pas la foule, il ne réclame pas des bâtiments, il ne réclame pas la célébrité, des jets privés, d'être à la télévision, dans des radios, jouer à la star. Non, il réclame simplement la possibilité que le Christ soit présent dans une relation intime personnelle. Et il poursuit en disant, nul n'enseignera son frère, en disant, connais Dieu, car moi-même je vivrai en toi, je te dirai qui je suis. Donc c'est pas le prédicateur qui va te convaincre que Dieu existe. Non, c'est Dieu lui-même en toi qui va te dire qui il est. C'est ça le travail d'un apôtre. C'est un architecte de la maison divine dans les cœurs. Martial, bonsoir. Bonsoir Fatou. Bonsoir Martial. Bonsoir à toi, merci de recevoir un homme d'église. Tu peux couper ta radio s'il te plaît, Martial? Je le fais là, je le fais. Allô? Oui. Oui, je disais merci de recevoir un homme d'église. Merci Martial. Je reçois un homme, pas un homme d'église. Merci Martial. C'est tout. Ne te laisse pas faire par Fatou. Hein. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est quand il parle d'apôtre, et l'apôtre étant celui qui a vu le Christ, est-ce qu'il est conscient du fait que tous, d'une façon ou d'une autre, nous approchons le Christ? Et à ce titre donc, si, au vu de cette définition, nous sommes tous des apôtres. Écoutez, que nous voyons tous le Christ et que nous voyons même le Créateur tous les jours, ça me paraît une évidence. Mais en ce qui concerne l'apostolat, c'est comme si tu me disais tout le monde est ambassadeur de France au Sénégal. Hein, c'est pas vrai. Les apôtres, ce sont des ambassadeurs qui ont reçu un mandat, une mission dans une relation intime avec le Christ. Donc tout le monde n'est pas boulanger, tout le monde n'est pas chef d'État, tout le monde n'est pas ministre et tout le monde n'est pas ambassadeur. Donc certes, le vœu du Christ, c'est que tout le monde puisse le voir et je crois que les gens le voient sans le savoir. L'oxygène que tu respires, ça vient de ton Créateur, donc on peut dire que tu vois Dieu d'une certaine manière, mais l'apostolat, c'est un ministère. Il y a 5 ministères dans l'Église. La Bible dit littéralement que celui qui est monté, celui qui est descendu, il a fait des captifs, c'est-à-dire le Christ, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, c'est-à-dire les architectes de sa maison, ceux qui ont le plan pour bâtir sa maison dans les cœurs, je répète, pendant des bâtiments. Il a donné les autres comme prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour l'édification des croyants, pour qu'ils parviennent à la stature parfaite, à la connaissance du Fils de Dieu, et qu'ils ne soient plus emportés à tout vent de doctrine dans les ruses et les tromperies des hommes dans leurs moyens de séduction. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très précis. C'est un appel précis. Oui. Alors, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Oui. Rapidement alors, parce qu'il reste peu de temps. Alors, cette chose, c'est laquelle? Je voudrais vous dire déjà que, vous m'excuserez, hein, je vais quand même me présenter, je suis prêtre. Prêtre catholique? Pardon? Prêtre catholique?
catholique charismatique. Ok. Alors, donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous savez, l'être humain, d'une façon ou d'une autre, nous avons tous la capacité et la possibilité d'être des apôtres. Et nous le sommes d'une façon ou d'une autre. Maintenant, cela dépend des options choisies dans la vie. Vous savez, quand un être suit une certaine ascèse, respecte une certaine discipline, il se charge d'une énergie, une énergie qui peut être l'équivalent de l'énergie christique. Donc, quand vous parlez de mandat, à un certain moment, vous devenez quelque peu sélectif et vous embrigadez des gens sous le prétexte que j'ai un mandat, donc vous ne pouvez pas parler si vous n'avez pas de mandat. Nous avons tous la possibilité de le faire. Et c'est cette vérité que nous devons dire aux gens, plutôt que de les maintenir captifs sous le prétexte d'un mandat. Parce que moi, je vais vous dire, même la prêtrise aujourd'hui, il y a des personnes civiles qui peuvent dégager une énergie de prêtre. Ça, je vous le dis, et je suis sûr de ce que je dis, et je peux vous en faire la démonstration. Donc, il n'y a pas besoin réellement d'un mandat, mais vous savez, une certaine discipline de vie peut amener quelqu'un à devenir, à être apôtre, ou je ne sais pas, tout autre grade qu'on peut estimer au sein de l'Église. C'est une question de discipline individuelle. Bon. Maintenant, il reste une minute. Oui, mais le problème, cher ami, c'est pas pour vous interrompre, mais ce que vous dites, malheureusement, n'est écrit dans aucun texte sacré. Donc, ce que vous dites relève un peu de la philosophie, de la démonstration intellectuelle, qui n'a rien à voir avec la sphère spirituelle. Je disais tout à l'heure à Fatou, avant l'émission, que justement, le problème de la foi, c'est qu'il faut d'abord s'assurer que ce dont on parle est écrit quelque part. Sinon, c'est trop facile. Chacun descend de sa montagne en disant « moi, je crois ceci et moi, je crois cela ». Donc, ce que j'aimerais, si vous voulez être honnête, je crois que vous l'êtes, c'est que vous vous assuriez que ce que vous êtes en train de démontrer est d'abord écrit quelque part. Or, en tant qu'étudiant la Bible, je n'ai jamais vu ce que vous dites. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on s'accorde d'abord sur un texte et qu'on ait un minimum d'objectivité par rapport à ça avant de s'exprimer. Il reste une minute, moins d'une minute. Ce que moi je souhaite, c'est que je voudrais passer à la démonstration. Je vous en prie. Si Fatou peut organiser une émission à laquelle je serai ou à laquelle vous serez, je vais vous en faire la démonstration. Avec joie. Par de tierces personnes. Et battle, hein. Avec joie, avec joie. Je vous assure. Apportez juste votre Bible, ok? Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Bon, on va faire. Bon, les gars, je suis obligé de couper parce que là, l'émission se termine. Martial, ne t'inquiète pas, on va organiser ce battle là. Vous allez vous asseoir ici tous les deux et vous allez vous expliquer, chers amis. Ça y est, votre émission est donc en train de se terminer. Elle est terminée même d'ailleurs. Je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée. Hein. Les projecteurs étaient braqués sur les femmes, sur les rapports humains, j'ai envie de dire, hommes-femmes aussi, sur le docteur Denis Mukwege, prix Nobel 2018, et on avait un invité, monsieur Emmanuel Motet, qui vient de faire un petit battle avec Martial là, et qui est chanteur, acteur, écrivain, champion de karaté et apôtre aussi. Voilà, bon, apôtre. Alors j'ai laissé le karaté dans le combat, hein. C'est maintenant qu'un exercice personnel. Ouais, bah, en tout cas tu as été ancien champion de karaté. Oui, bien sûr. Bon, bien bah sûr. Voilà, c'est tout. Ça y est, là on va remercier Valentin aussi. Valentin, merci à toi, bonne soirée, bonne nuit. Prends soin de toi, fais pas le con. Et je vous souhaite aussi à vous tous de passer une douce nuit. Vous faites de doux rêves. Roméo, désolé, on va se retrouver demain. Rappelle demain, Roméo, il n'y a pas de souci. Et voilà, bah, on va se retrouver demain, même heure, même endroit. Et puis bah, d'ici là, vous restez toujours pareil, hein, fier, digne et fort, hein, tête haute, n'est-ce pas, torse bombé. Et on marche droit devant. Yes, un pied devant l'autre. Et on est fiers surtout. Bonne nuit. Merci Fatou. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Salut à vous. Salut. Ou Fatou sur Africa numéro 1. Africa Club, les meilleurs sons clubbing d'Afrique, présentés par Maxime sur Africa numéro 1. Rendez-vous vendredi pour Africa Club avec DJ Toubassi qui invite comme tous les vendredis DJ Lisa